Les néons fluorescents du Monoprix bourdonnaient au-dessus de la tête de Bruno Moreau, alors qu'il poussait son caddie vide dans le rayon des fruits et légumes. Son esprit ne pensait qu'à acheter quelques pommes et rentrer dans son appartement vide. 7 mois s'étaient écoulés depuis que les papiers de divorce avaient été signés, 7 mois depuis qu'il avait tourné le dos à la plus grande erreur de sa vie, et 7 mois depuis qu'il avait vu Camille Dupont. C'est alors qu'il la vit. Elle se tenait près des légumes bio, une main posée sur le bas de son dos, l'autre choisissant soigneusement des tomates. Mais ce n'était ni sa grâce familière, ni la façon dont ses boucles sombres accrochaient la lumière qui arrêtèrent le monde de Bruno. C'était la courbe incontestable de son ventre, sous sa robe de maternité bleu vif. 7 mois de grossesse. Bruno resserra sa prise sur la poignée du chariot, jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Son souffle se bloqua dans sa gorge, tandis que le calcul lui explosait dans l'esprit comme un train lancé à toute vitesse. 7 mois de grossesse, 7 mois depuis leur divorce, 8 mois depuis leur dernière nuit ensemble, en tant que mari et femme. Elle ne l'avait jamais fait. Elle n'avait jamais avorté. Le souvenir le frappa comme un coup physique. Cette nuit terrible où elle lui avait annoncé la grossesse, les yeux brillants de joie et d'espoir. « Bruno, nous allons avoir un bébé », avait-elle chuchoté les mains tremblantes en lui montrant le test positif, et au lieu de la serrer dans ses bras comme il aurait dû, comme chaque fibre de son être en avait envie, il avait prononcé les mots qui détruisirent tout. « Nous ne pouvons pas nous permettre un enfant maintenant, Camille. Mon entreprise coule, nous coulons. Peut-être devrions-nous envisager d'autres options. » La lumière s'était éteinte dans ses yeux. À cet instant, l'espoir s'était brisé. Et 3 semaines plus tard, elle lui avait remis les papiers du divorce, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne resterai pas mariée à un homme qui ne veut pas de son propre enfant. Je ne vais pas t'imposer une vie que tu refuses clairement. » À présent, en la regardant déposer avec soin des tomates dans son panier, il voyait la vérité écrite dans chacun de ses gestes, chaque mouvement protecteur vers son ventre. Elle avait choisi leur enfant plutôt que leur mariage. Elle avait choisi l'amour plutôt que sa peur. Camille se tourna légèrement, et l'espace d'un instant qui fit s'arrêter son cœur, leurs yeux se croisèrent à travers le rayon. Son visage pâlit, et Bruno vit sa main se poser instinctivement sur son ventre. Même maintenant même, en portant son enfant, elle protégeait leur bébé contre lui. Comment as-tu pu la laisser traverser cela, seule? Quel genre d'homme abandonne la femme qu'il aime au moment où elle a le plus besoin de lui? Les questions martelaient son esprit, tandis qu'il la voyait détourner les yeux, ses gestes devenant rapides, pressée désespérée de fuir. Elle abandonna son panier et se dirigea vite vers la sortie, laissant derrière elle les courses qu'elle avait choisies avec soin. Bruno lâcha son propre chariot et la suivit le cœur battant à chaque pas. Il devait lui parler. Il devait savoir pour le bébé. Il devait savoir s'il y avait une chance, une possibilité qu'elle puisse lui pardonner d'avoir été le plus grand idiot de sa vie. Mais lorsqu'il arriva sur le parking, elle était déjà au volant de sa vieille Renault Clio, la même voiture qui faisait déjà des bruits inquiétants avant leur divorce. Il resta là dans l'air froid du soir, regardant les feux arrière disparaître dans la circulation, et sentit le poids de 7 mois de solitude et de regret s'abattre sur ses épaules comme une chape de plomb. Ce soir-là, Bruno s'assit dans son appartement dépouillé, fixant son téléphone. Il tapa son numéro une 12aine de fois, puis l'effaça. Que pouvait-il dire? « Désolé de t'avoir abandonné toi, et notre enfant à naître parce que j'avais peur de la pauvreté. »
J'espère que tu vas bien apporter le bébé que j'ai dit que nous ne pouvions pas nous permettre. » Le sommeil ne vint pas facilement. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait sa main protectrice sur son ventre, voyait la peur dans ses yeux lorsqu'elle l'avait reconnu. C'était lui qui avait mis cette peur-là. Il avait rendu la femme qu'il aimait craintive de lui. Le lendemain matin n'apporta aucun soulagement, seulement la dure réalité qu'Amille Dupont, la femme qu'il avait juré d'aimer et de protéger, était enceinte de 7 mois de son enfant et l'affrontait complètement seule à cause de sa lâcheté. Et si tu ne la revoyais jamais? Et si tu perdais ta seule chance d'être le père et le mari qu'il mérite? Peux-tu vraiment vivre avec ce regret pour le reste de ta vie? Bien que ses émotions le traversassent comme un incendie incontrôlable, ce qu'il ressentait, avant tout, c'était de l'amour, un amour pur, désespéré, dévorant pour Camille et pour l'enfant qu'ils avaient créé ensemble. Le soir venu, il avait pris une décision. Peut-être avait-il été un lâche il y a 7 mois, mais il ne le serait plus désormais. Il allait retrouver Camille et passer chaque jour restant de sa grossesse à prouver qu'il pouvait être l'homme qu'elle et leur bébé méritaient. Même si c'était trop tard pour leur mariage, il n'était pas trop tard pour être père. La question qui le tint éveillé cette deuxième nuit n'était pas de savoir s'il réussirait à la retrouver, mais si elle lui laisserait une chance de s'approcher assez pour essayer. Bruno s'était toujours enorgueilli d'être un homme, capable de réparer les choses des tuyaux cassés, des fondations fissurées, des toits endommagés. Il pouvait tout gérer avec ses mains et les bons outils. Mais 8 mois plus tôt, quand son monde avait commencé à s'effondrer, il avait découvert qu'il existait des choses qu'aucun marteau ni aucun clou ne pouvait arranger. Moreau Bâtiment était son rêve depuis l'âge de 12 ans, quand il observait son père poser des briques et couler du béton. À 25 ans, Bruno en avait fait une entreprise respectable, avec 6 employés et plus de travail qu'il ne pouvait en assumer. C'est à cette époque qu'il rencontra Camille Dupont, lors d'une collecte de fonds dans une maison de quartier, où son association collaborait avec des artisans locaux pour construire une aire de jeu. Elle portait une robe rouge éclatante ce jour-là, et lorsqu'elle lui avait souri au-dessus des plans, Bruno avait su que sa vie de célibataire était terminée. Camille était tout ce qu'il n'avait jamais su qu'il désirait. Elle était intelligente, travaillant comme assistante sociale, aidant des familles en détresse. Elle était généreuse, mettant toujours les autres avant elle-même. Elle était forte, ayant suivi seule des études supérieures, après avoir quitté le système de l'aide sociale à l'enfance, ASE. Mais plus importante encore, elle croyait en lui. Quand d'autres ne voyaient qu'un simple maçon, Camille voyait un homme qui construisait quelque chose de significatif. Elle célébrait chaque contrat gagné, chaque employé, embauchait chaque famille dont il réparait la maison. Ils se marièrent 2 ans plus tard, dans une petite cérémonie organisée dans le même centre associatif où ils s'étaient rencontrés. Bruno portait son plus beau costume, et Camille, une robe blanche fluide qui la faisait ressembler à un ange. Sa mère d'accueil, Madame Perrin, l'accompagna à l'hôtel, car Camille n'avait pas d'autre famille. Les parents de Bruno et ses 3 sœurs occupaient le reste de l'église, adoptant aussitôt Camille comme l'une des leurs. Les 3 premières années de mariage furent les plus heureuses de la vie de Bruno. Ils achetèrent une petite maison avec un grand jardin parfait pour les enfants qu'ils désiraient tous les 2. Camille parlait déjà de transformer la chambre d'amis en future nurserie, les yeux brillants de rêves de berceau et de mobiles suspendus. Mais ensuite, l'économie changea. Le secteur du bâtiment ralentit. Les grands promoteurs se mirent à choisir des entrepreneurs moins chers, souvent moins fiables.
Le plus gros client de Bruno fit défaut à un paiement, le laissant incapable de payer ses ouvriers pendant 2 semaines. Il dut licencier 4 employés, ne gardant que son équipe la plus fidèle. Le stress le rongeait comme de l'acide. Il ne dormait plus bien. Il s'énervait contre Camille pour des broutilles, puis se haïssait d'avoir déversé sa frustration sur la seule personne qui le méritait le moins. Il travaillait de plus en plus d'heures, pour de moins en moins d'argent, essayant de maintenir l'entreprise à flot, tout en voyant leurs économies fondre. Camille ne se plaignait jamais. Elle prit des heures supplémentaires dans l'association, ramenant un peu d'argent, tout en gardant leur foyer chaleureux et paisible. Elle préparait ses plats préférés, avec un budget qui aurait défié un saint, sans jamais évoquer le fait qu'ils n'étaient pas sortis dîner depuis 4 mois. Lorsque la banque appela pour le retard de leur mensualité de prêt immobilier, Bruno eut l'impression de se noyer. Lui qui avait toujours été le pourvoyeur, celui qui réglait les problèmes, ne pouvait même plus maintenir l'électricité sans stress ni calcul minutieux. C'est alors que Camille rentra un soir avec un test de grossesse. Bruno était assis à la table de la cuisine, entouré de factures impayées et d'avis de recouvrement. La tête dans les mains, il essayait de faire fonctionner des chiffres qui refusaient obstinément de s'aligner. Il entendit ses pas sur le parquet, puis son souffle retenu, lorsqu'elle découvrit le désordre des papiers. Bruno, dit-elle doucement, et quelque chose dans sa voix le fit relever la tête. Elle se tenait dans l'encadrement entre la cuisine et le salon, les mains derrière le dos, portant encore sa tenue d'infirmière de son service de soutien aux familles en crise à l'hôpital. Ses yeux sombres reflétaient un mélange de joie et d'appréhension qu'il ne savait déchiffrer. « J'ai quelque chose à te dire », ajouta-t-elle en avançant les mains pour révéler le petit bâtonnet blanc. Les 2 lignes roses étaient claires comme le jour. Pendant un instant parfait, Bruno sentit une joie pure l'envahir. Un bébé, leur bébé. L'enfant dont ils avaient rêvé, qu'ils avaient tant désiré, qu'ils avaient même commencé à imaginer et à planifier. Bruno vit le sourire plein d'espoir de Camille, sa main glissait instinctivement sur son ventre, encore plat. Puis ses yeux retombèrent sur les avis de recouvrement éparpillés sur la table de la cuisine. « Nous allons avoir un bébé », murmura Camille, la voix emplie d'émerveillement et d'amour. Et Bruno, noyé dans les dettes et la peur, prononça les mots qui le hanteraient toute sa vie. « Nous ne pouvons pas nous permettre un enfant maintenant, Camille. Mon entreprise est en train de couler. Nous coulons. Le crédit immobilier a 3 mois de retard. Je n'ai pas payé mes ouvriers depuis 1 semaine. Peut-être devrions-nous envisager d'autres options. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Bruno vit la lumière s'éteindre dans les yeux de Camille, sa main protectrice se pressait plus fermement contre son ventre, ses rêves s'effondraient en temps réel. « D'autres options » répéta-t-elle d'une voix à peine audible. « Je ne dis pas qu'il faut absolument... » répondit Bruno à toute vitesse, se détestant lui-même en même temps qu'il parlait. « Je dis juste qu'il faudrait peut-être réfléchir si c'est vraiment le bon moment. » Camille se détourna et marcha vers leur chambre sans ajouter un mot. Bruno entendit la porte se fermer, puis le verrou se tourner. Il resta seul dans la cuisine avec ses factures et sa lâcheté, sachant qu'il venait de briser quelque chose de précieux qui ne serait peut-être jamais réparable. Elle ne lui adressa plus la parole pendant 3 jours. Quand elle le fit, enfin, ce fut pour poser une seule question. « Est-ce que tu veux de ce bébé, Bruno ? Pas. Est-ce qu'on peut se le permettre ? Pas. Est-ce le bon moment ? Non. Est-ce que tu veux notre enfant ? » Et Bruno, toujours noyé dans la peur et la panique financière, donna une réponse sincère qui les détruisit tous les 2. « Je ne sais pas.
2 semaines plus tard, Camille s'installa chez Madame Perrin, sa mère d'accueil. 1 semaine après, elle déposait une demande de divorce. Les papiers invoquaient des différends irréconciliables, mais Bruno connaissait la vérité. Il avait failli comme Marie au moment où elle avait eu le plus besoin de lui. Il avait choisi sa peur plutôt que leur amour. Maintenant, 7 mois plus tard, en la voyant enceinte, et seul, Bruno comprenait enfin ce qu'il avait perdu. Pas seulement un mariage, mais une famille. Pas seulement une épouse, mais une femme qui serait restée à ses côtés à travers toutes les épreuves s'il avait seulement eu le courage de rester auprès d'elle. Le pire n'était même pas son propre regret. C'était de savoir que Camille avait affronté ces 7 derniers mois toute seule. Chaque rendez-vous médical, chaque nuit d'insomnie, à se demander ce que l'avenir réservait. Chaque instant de joie en sentant leur bébé bouger. Elle avait tout vécu sans l'homme qui lui avait promis de l'aimer et de la protéger pour toujours. Bruno resta longtemps devant la fenêtre de son appartement, fixant les lumières de la ville, et se fit une promesse. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait utiliser le temps qu'il lui restait pour prouver qu'il était prêt à devenir le père et le partenaire qu'il méritait, même si c'était 7 mois trop tard. Les 3 jours suivants passèrent dans un tourbillon d'énergie fébrile et de projets minutieux. Chaque soir, vers 18h, Bruno se retrouva à tourner autour du Monoprix, espérant apercevoir Camille. Le jeudi, sa patience fut récompensée. Elle sortit du magasin, portant 2 petits sacs avançant lentement et prudemment. Bruno s'était garé de l'autre côté de la rue et la regarda charger ses courses à l'arrière de sa vieille Renault Clio. La voiture était encore plus fatiguée qu'avant la rouille, gagnant les ailes. Et même de loin, il pouvait entendre le moteur tousser et peiner à démarrer. Quand elle quitta le parking, Bruno la suivit à bonne distance. Il n'était pas fier de ce qu'il faisait, mais il devait savoir où elle vivait, comprendre comment elle s'en sortait seule. La route l'emmena à travers des quartiers de plus en plus modestes, jusqu'à ce que Camille tourne dans le parking de la résidence des Tilleuls, un ensemble qui avait connu de meilleurs jours, mais restait propre et bien entretenu. Elle se gara devant le bâtiment C, et Bruno observa de la rue, tandis qu'elle ramassait ses courses et montait lentement un escalier extérieur jusqu'au 2e étage. Appartement 2C. Il mémorisa le numéro et l'image de son haut de maternité vert vif disparaissant derrière une porte qui aurait bien eu besoin d'un coup de peinture. Ce week-end-là, Bruno passa plusieurs fois en voiture devant la résidence. Chaque visite ajoutait des détails à l'image mentale de la nouvelle vie de Camille. Le parking abritait plusieurs autres femmes enceintes et jeunes mères, preuve que les logements étaient probablement sociaux ou adaptés aux familles modestes. Derrière les bâtiments, un petit terrain de jeu accueillait les enfants surveillés par leurs parents, assis sur des bancs. Le dimanche matin, il la revit. Elle sortit de son appartement vêtue d'une robe de maternité violette et d'un petit sac à main, descendant avec précaution les escaliers. Elle allait à l'église, comprit-il probablement à la paroisse catholique du quartier où ils allaient autrefois, ensemble. L'envie de la suivre l'assaillit, mais Bruno se força à partir. L'église était son refuge, et il ne voulait pas envahir cet espace. Il lui avait déjà causé assez de douleur. Le lundi soir, la pluie s'abattit sur la ville, et Bruno était garé en face du Monoprix, lorsqu'il vit la Renault Clio de Camille entrer sur le parking. À travers l'averse, il la regarda se précipiter vers le magasin, les mains protégeant son ventre. 20 minutes plus tard, elle ressortit avec ses courses, mais la pluie s'était intensifiée. Bruno l'observa peiner à charger ses sacs, tout en essayant de rester au sec, et chaque instinct
en lui hurlait de courir l'aider. Pourtant, il resta dans son camion, conscient que sa présence ne ferait que l'agiter davantage. Camille reprit la route sous l'orage, et Bruno la suivit à sa distance habituelle. Mais en tournant dans le parking de la résidence, sa Clio se mit soudain à tirer à droite et s'arrêta sur une place de la vapeur, s'échappant du capot. Bruno s'arrêta et la vit rester assise de longues minutes, sans doute en attendant que le moteur refroidisse. Finalement, elle sortit, ouvrit le capot et contempla le moteur, comme si un miracle pouvait résoudre le problème. Cette fois, Bruno ne put rester à l'écart. Il attrapa un parapluie derrière son siège et traversa en courant. Camille leva les yeux en le voyant arriver, et il distingua l'instant précis où elle le reconnut. Son visage devint pâle, et sa main se posa instinctivement sur son ventre. « Problème de voiture ?» demanda-t-il, essayant de garder un ton neutre malgré les battements précipités de son cœur. « Ce n'est rien, » répondit Camille rapidement, en reculant. « Je vais appeler quelqu'un. Sous cette pluie, laisse-moi juste jeter un coup d'œil. » Bruno se pencha sur le moteur et vit immédiatement le souci. Un tuyau du radiateur avait éclaté, répandant du liquide de refroidissement partout. Réparation simple mais impossible à faire sur un parking en pleine averse. « Ton tuyau de radiateur est cassé, » dit-il en refermant le capot. « Il faudra faire venir une dépanneuse. » Camille regarda la pluie, puis ses courses à l'arrière, puis son immeuble de l'autre côté du parking. Bruno devina ses calculs, le coût du dépannage, le prix des réparations, la logistique pour transporter les sacs sous l'orage. « Je peux monter tes courses ?» proposa-t-il. « Non, » répliqua-t-elle aussitôt. « Je vais me débrouiller, Camille. Il pleut des cordes. Tu es enceinte de 7 mois et ces sacs sont lourds. Laisse-moi t'aider, je t'en prie. » Elle le fixa longuement la pluie, dégoulinant de ses cheveux, malgré le parapluie qu'il tentait de partager. Bruno voyait le combat intérieur sur son visage, entre la fierté et la nécessité pratique. La nécessité finit par l'emporter. « Juste les courses, » dit-elle fermement. « Et ensuite, tu t'en vas. » Bruno acquiesça, ramassa les sacs de sa voiture, tandis que Camille verrouillait et marchait vers l'immeuble. Il la suivit dans l'escalier extérieur, remarquant qu'elle dut s'arrêter 2 fois pour reprendre son souffle. La grossesse pesait clairement sur elle, surtout à ce stade. Elle ouvrit la porte du 2C et entra tenant l'ouvrant juste assez pour qu'il passe les sacs. Bruno eut un aperçu d'un petit salon, ordonné un canapé avec un coussin jaune vif et dans un coin, ce qui ressemblait à un berceau. « Merci, » dit Camille, en prenant les sacs. « Tu peux partir maintenant. » Mais Bruno resta immobile. Être si proche d'elle, voir l'appartement, où elle préparait seule l'arrivée de leur enfant, fit jaillir les mots de sa bouche avant qu'il ne puisse les retenir. « Je suis désolé, » dit-il. « Mon Dieu, Camille, je suis tellement désolé. J'étais effrayé, idiot, et j'ai dit des choses que je n'aurais jamais dû dire. Je le regrette chaque jour depuis 7 mois. » Camille serra plus fort les poignets des sacs. « Il est trop tard pour les excuses, Bruno. Je sais. Je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit, mais... Le bébé, est-ce qu'il va bien? Est-ce que tu vas bien? Tu es suivi correctement? » L'espace d'un instant, son mur de défense se fissura, et Bruno vit la fatigue derrière la solitude, la peur de tout affronter, seul. « Nous allons bien, » dit-elle doucement. « Le bébé doit naître dans 2 mois. Tout semble normal. »« Bien, c'est bien. » Bruno hésita, puis sortit son portefeuille. « Laisse-moi payer les réparations de la voiture, s'il te plaît.
C'est le minimum. Je ne veux pas de ton argent. Ce n'est pas de la charité, Camille. C'est ma responsabilité. J'aurais dû t'aider depuis le début. » Elle garda le silence si longtemps que Bruno crut qu'elle allait refermer la porte. Puis, elle soupira. « Je te rembourserai. » »« Tu n'as pas à me rembourser. Je veux le faire. » Camille croisa son regard pour la première fois depuis qu'il avait quitté leur mariage. « Ça ne change rien entre nous, Bruno. Une réparation de voiture n'efface pas 7 mois. Je sais, dit-il, mais c'est peut-être un début. » Elle referma la porte sans répondre, mais elle n'avait pas refusé son aide. Ce n'était pas le pardon, mais ce n'était pas non plus un rejet complet. Alors que Bruno regagnait son camion sous la pluie, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis 7 mois de l'espoir. Camille avait accepté son aide même à contre-cœur. Elle l'avait laissé s'approcher assez près pour voir où elle vivait, pour constater qu'elle préparait l'arrivée de leur enfant. C'était plus qu'il ne méritait, et moins qu'il n'espérait, mais c'était déjà quelque chose. Le lendemain, il organiserait la réparation de sa voiture, et peut-être avec beaucoup de prudence et de patience, trouverait-il d'autres manières de l'aider, sans qu'elle se sente acculée ou envahie. Il avait peut-être perdu le droit d'être son mari, mais il était déterminé à gagner celui d'être le père de leur enfant, même s'il devait le prouver un petit geste après l'autre. Mardi matin, Bruno appela le garage du bois, celui qu'il utilisait pour ses camionnettes de chantier. Il expliqua qu'il fallait faire remorquer une voiture depuis la résidence Les Jardins du Soleil et la réparer, mais que la propriétaire ne devait pas savoir qui réglait la facture. « Dites-lui simplement qu'un donateur anonyme a couvert les frais, » insista Bruno. « Vous pouvez faire ça, bien sûr, Bruno. Vous connaissez cette dame, disons ça comme ça. » Dans l'après-midi, Bruno passa devant la résidence et aperçut le camion de dépannage en train de charger la Clio de Camille. Il s'arrêta un instant et la vit discuter avec le chauffeur, sans doute pour savoir quand la voiture serait prête. Le soir, il repassa encore et l'aperçut marchant lentement sur le parking, une main posée dans le bas du dos. Même de loin, il voyait qu'elle était mal à l'aise. Ses recherches récentes lui avaient appris que les douleurs dorsales étaient fréquentes au dernier trimestre, surtout chez les femmes qui passaient beaucoup de temps debout. Le mercredi passa sans signe de Camille, mais jeudi après-midi, le téléphone de Bruno sonna. C'était le garage du bois. « La Clio est prête », annonça le mécanicien. « Mais il y a un problème. La dame est venue la récupérer, et quand je lui ai dit que c'était déjà payé, elle s'est fâchée. Elle a exigé de savoir qui avait réglé. Elle refuse la charité. Ça fait 2 heures qu'elle attend dans la salle, et elle ne partira pas tant qu'elle n'aura pas la réponse. » Bruno soupira. Il aurait dû savoir que Camille n'accepterait pas une aide anonyme. Elle était trop fière, trop indépendante. « Dites-lui que j'arrive, » répondit-il. « Vous voulez que je la prévienne? Non. Préparez-vous juste à des étincelles. » Le garage du bois était une petite entreprise familiale de quartier du genre, à vérifier encore l'huile et nettoyer le pare-brise. Bruno se gara juste au moment où le soleil se couchait projetant de longues ombres sur le parking. À travers la vitre, il aperçut Camille, assise sur une chaise en plastique inconfortable, les mains posées sur son ventre. Elle portait un haut de maternité rouge vif et un pantalon noir. Même fatiguée et contrariée, elle restait la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Bruno inspira profondément et entra. Camille leva les yeux lorsque la clochette tinta et ses yeux s'écarquillèrent en le voyant. « J'aurais dû m'en douter, » dit-elle, en essayant de se relever. « Ne te lève pas, » dit Bruno rapidement. Mais elle était déjà debout.
C'est toi qui as payé ma voiture. Oui, alors que je t'avais clairement dit que je ne voulais pas de ton argent. Tu avais dit que tu ne voulais pas de charité. Mais ce n'est pas de la charité, Camille. C'est moi qui prends enfin mes responsabilités. Tu n'as plus le droit de décider de ce dont j'ai besoin, Bruno. Tu as perdu ce droit il y a 7 mois. Le garagiste derrière le comptoir s'éclaircit la gorge mal à l'aise. « Je vous laisse seul ?» Non, répondit fermement Camille. Nous partons chacun de notre côté. Mais au moment où elle fit un pas vers la porte, elle poussa soudain un petit cri et s'agrippa au dossier de la chaise. Bruno fut à ses côtés en une seconde. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien. C'est juste que le bébé a été très actif aujourd'hui. Parfois, quand je me lève trop vite. » Elle pressa une main sur son flanc et respira lentement. « Assieds-toi, dit-il. Ça va. Camille, je t'en prie, assieds-toi 1 minute. » Cette fois, elle accepta son aide pour se rasseoir. Le garagiste lui apporta une bouteille d'eau, et Bruno s'agenouilla près d'elle, résistant à l'envie de poser sa main sur la sienne. « Ça va mieux ?» demanda-t-il après qu'elle eut bu. « Oui, ça arrive parfois. Le bébé se met dans une position qui rend les mouvements difficiles. Ça arrive souvent, peu importe. Ça compte pour moi. » Camille le fixa longuement. « Pourquoi, Bruno? Pourquoi tu t'en soucies maintenant? Où étais-tu quand j'étais malade chaque matin pendant 3 mois? Où étais-tu quand je devais aller seul à mes rendez-vous médicaux? Où étais-tu quand j'ai senti le bébé bouger pour la première fois et que je n'avais personne avec qui partager ça? » Chaque question le frappa comme un coup de massue. Bruno se redressa légèrement et soutint son regard. « J'avais peur, dit-il simplement. Je me noyais dans les dettes et la peur, et au lieu de me battre pour notre famille, j'ai fui. C'est la pire erreur de ma vie, et je la regretterai jusqu'à mon dernier jour. Ce n'est pas suffisant. Je sais que ça ne l'est pas. Mais je suis là maintenant, et je ne fuis plus. Laisse-moi payer les réparations, Camille. Laisse-moi t'aider pour ce dont tu as besoin. Pas parce que tu dois accepter, mais parce que j'ai besoin de faire quelque chose de bien. » Camille resta silencieuse longtemps, sa main dessinant des cercles lents sur son ventre. Finalement, elle soupira. « Les réparations de la voiture, c'est tout. Je ne veux rien d'autre de toi, d'accord? Et ça ne veut pas dire que nous sommes de nouveau amis. Ça ne veut pas dire que je te pardonne. Je comprends. J'accepte seulement parce que tu as besoin d'une voiture fiable avant la naissance et que je ne peux pas payer les réparations seul. » Bruno hocha la tête et se leva. Il alla au comptoir régler la facture, puis revint avec les clés. « Merci, dit Camille à voix basse. Tu n'as pas à me remercier. » Elle se leva plus prudemment cette fois, et Bruno l'accompagna jusqu'à sa Clio. Elle paraissait en meilleur état qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Le garagiste l'avait même lavée. « Camille, dit Bruno, alors qu'elle ouvrait la portière, est-ce que je peux te demander quelque chose ?» Elle s'arrêta, mais ne le regarda pas. « Est-ce que tu as peur de faire tout ça, seul ?» Un instant, sa façade se fissura. Bruno vit l'épuisement, l'inquiétude, le poids écrasant de se préparer à devenir mère sans partenaire. « Tous les jours, murmura-t-elle, mais avoir peur, c'est mieux qu'être déçue. » Elle monta dans la voiture et partit, laissant Bruno seul sur le parking avec le poids de ses mots. Avoir peur, c'est mieux qu'être déçu. Voilà ce qu'il lui avait fait. Il l'avait rendue si craintive d'être blessée de nouveau qu'affronter la maternité seule lui semblait plus sûr que de lui faire confiance. Pourtant, elle avait accepté son aide pour la voiture. Elle l'avait laissé rester à ses côtés quand le bébé la faisait souffrir. Elle avait été honnête en admettant qu'elle avait peur. Ce n'était pas grand-chose,
Mais c'était plus qu'il n'osait espérer une semaine plus tôt. Bruno rentra chez lui, avec une compréhension nouvelle de ce qu'il attendait. Les barrières de Camille n'étaient pas seulement faites de fierté ou de colère. Elles étaient vitales, construites pour protéger elles-mêmes et leur enfant de la terrible déception qu'il avait déjà provoquée. S'il voulait une chance de faire partie de leur vie, il devait prouver qu'il valait le risque de lui faire confiance, et il lui restait moins de 2 mois pour le faire. Le lendemain matin, Bruno se retrouva au rayon fleurs du Monoprix, complètement désemparé devant la variété de bouquets. Quelles fleurs offre-t-on à son ex-femme, enceinte pour dire « Je suis désolé d'avoir été lâche, mais j'essaie de changer, sans paraître lourd ou désespéré », demanda-t-il à voix basse. « Je peux vous aider », proposa une vieille dame qui arrangeait des bouquets tout près. « J'ai besoin de fleurs pour quelqu'un de très spécial », répondit Bruno. « Mais c'est compliqué, compliqué. Comment ça, c'est mon ex-femme. Elle attend mon enfant et j'ai tout gâché. Je veux lui montrer que je tiens à elle sans qu'elle se sente forcée. » La fleuriste le regarda un moment. Quelle est sa fleur préférée? « Les tournesols », répondit Bruno sans hésiter. Elle disait toujours que c'étaient des fleurs joyeuses, alors des tournesols, mais pas trop. 3 ou 4 tiges simples et délicats. Bruno acheta un petit bouquet de tournesols et se rendit à la résidence. Il monta l'escalier jusqu'au 2C et déposa les fleurs devant la porte avec un mot. « Merci de m'avoir laissé t'aider hier. J'espère que cela te fera sourire. » B. Puis il partit, travailler installant des placards dans une cuisine en rénovation, en essayant de ne pas trop penser à ce que Camille ferait des fleurs. Le soir, en repassant devant l'immeuble, il vit qu'elles n'étaient plus sur le palier. Elle les avait peut-être prises à l'intérieur, ou peut-être jetées. Il choisit de croire à la première option. Le vendredi matin, un appel de sa banque changea tout. « Monsieur Leroy ici, Claire de la Banque nationale. J'ai une nouvelle intéressante concernant votre entreprise de construction. » Le cœur de Bruno se serra. La dernière chose qu'il voulait, c'était de nouvelles mauvaises nouvelles. « Le groupe Montlher a demandé après vous, » continua-t-elle. « Ils veulent te discuter d'un contrat important. Apparemment, quelqu'un a recommandé votre travail. Le groupe Montlher, mais... Ils sont énormes, je sais. Ils souhaitent vous rencontrer lundi matin. Cela pourrait être exactement ce dont votre entreprise a besoin. » Bruno raccrocha, encore sous le choc. Le groupe Montlher gérait des projets de plusieurs millions d'euros dans toute la région. S'ils envisageaient réellement de faire appel à lui, cela pouvait résoudre ses problèmes financiers du jour au lendemain. Mais avant, il devait affronter un week-end et convaincre une femme qu'il avait vraiment changé. Le samedi matin, alors qu'il faisait ses courses, une idée lui vint. Il se rappela combien Camille aimait les salades de fruits élaborées de l'épicerie italienne Romano, mais elles étaient chères, et elle avait cessé d'en acheter lorsque leurs finances s'étaient effondrées. Il acheta tous les ingrédients et passa 2 heures dans sa cuisine à préparer la salade de fruits parfaite, exactement comme Camille l'aimait, fraises, ananas, raisins et mandarines. Il l'emballa soigneusement dans une boîte transparente avec un petit mot. « Je me suis dit que toi et le bébé aimeriez quelque chose de sucré. Mange sainement. » B. Cette fois, il ne laissa pas le cadeau devant sa porte, au hasard. Il attendit de la voir sortir pour ce qui semblait être des courses, puis plaça la salade dans un sac isotherme devant son appartement, afin qu'elle reste fraîche à son retour. Le dimanche, il laissa une petite plante, en peau verte et joyeuse, pour égayer son intérieur. Le lundi, ce fut un livre de prénoms trouvé dans une librairie d'occasion. Le mardi, une carte cadeau pour un magasin de maternité.
Jamais rien de trop coûteux ou trop personnel, seulement des gestes simples qui disaient « Je pense à toi » sans exiger quoi que ce soit en retour. Le jeudi soir, alors qu'il quittait son chantier, le téléphone de Bruno sonna. C'était un numéro connu. « Allô, arrête !» La voix de Camille, calme mais ferme. « Bruno, arrête de déposer des choses devant ma porte. Arrête de me suivre. Arrête tout. » Bruno gara son camion sur le bas-côté. « Je ne voulais pas t'espionner. Je voulais juste t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin d'espace. Je sais que tu n'as pas besoin d'aide, mais tu mérites du soutien. Et c'est à moi de te l'apporter. Tu n'as pas à décider de ce que je mérite, Bruno. Tu as fait ton choix il y a 7 mois. J'ai fait le mauvais choix. J'essaie maintenant d'en faire de meilleurs. » Un long silence suivit. Quand Camille reprit la parole, sa voix était lasse. Les fleurs étaient jolies. Et la salade de fruits aussi. Mais tu ne peux pas réapparaître dans ma vie avec des cadeaux et croire que tout ira bien. Je ne crois pas ça. Alors qu'espères-tu? Bruno ferma les yeux, cherchant les mots justes. Je n'attends rien, Camille. J'espère seulement. J'espère qu'un jour, tu me donneras la chance de te prouver que je ne suis plus l'homme qui t'a abandonné. Et si tu décides que tu ne veux rien avoir à faire avec moi, je respecterai ça. Mais je voudrais quand même faire partie de la vie de notre enfant, si tu m'y autorises. » Un nouveau silence pesa. « Plus de cadeaux, dit-elle finalement. »« D'accord. Et plus de venues là où je suis? »« D'accord. Si tu veux aider, tu pourras verser une pension après la naissance. C'est tout. Camille, je... » Bruno s'arrêta. Elle fixait des limites, et il devait les respecter. « Je comprends. » Elle raccrocha sans dire au revoir. Bruno resta dans son camion sur le bord de la route, sentant le poids de la réalité s'abattre sur ses épaules. Camille n'était pas prête à lui faire confiance à nouveau. Peut-être ne le serait-elle jamais, mais elle ne le rejetait pas complètement non plus. Elle avait parlé de pension, ce qui signifiait qu'elle envisageait de lui laisser une place dans la vie de leur enfant, d'une manière ou d'une autre. C'était moins que ce qu'il voulait, mais plus que ce qu'il méritait. Ce soir-là, Bruno fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis le divorce. Il s'agenouilla au pied de son lit et pria, pas pour obtenir le pardon, car il savait qu'il devrait le mériter. Pas pour que Camille le reprenne, car il savait que cela n'arriverait peut-être jamais. Il pria pour la sagesse, pour la patience, pour la force d'être le père que son enfant méritait, même s'il ne pouvait plus jamais être l'époux dont Camille avait besoin. Et il pria pour que, d'une manière ou d'une autre, l'amour puisse vraiment vaincre la peur et les blessures qu'il avait causées. La réunion de lundi avec le groupe Montlher pouvait changer sa situation financière du jour au lendemain. Mais reconquérir sa famille exigerait autre chose que l'argent, du temps, de la constance et la foi que certaines erreurs, aussi graves soient-elles, pouvaient finir par être pardonnées. Le lundi matin n'arriva mêlant nervosité et espoir prudent. Bruno enfila son plus beau costume, le même que pour son mariage, et se rendit au bureau du groupe Montlher, un immeuble de verre imposant du centre-ville. L'endroit intimidait, mais il avait appris à ne pas se laisser déstabiliser par les apparences. La réunion se déroula mieux qu'il n'osait l'espérer. Richard Montlher en personne, un homme distingué d'une 60aine d'années, s'assit en face de lui et présenta un projet qui occuperait son entreprise pendant les 18 prochains mois. « Nous développons un nouveau quartier résidentiel au nord de la ville », expliqua Montlher. 50 maisons plus, un centre communautaire. Nous avons besoin d'un entrepreneur qui comprenne la qualité et respecte les délais. « Je peux m'en charger », dit Bruno s'efforçant de garder une voix posée. « Je le sais », répondit Montlher. « Patricia Chen a parlé de votre travail en termes très élogieux. »
Bruno fronça les sourcils. « Je ne crois pas connaître quelqu'un du nom de Patricia Chen. » Montlert sourit. « Mais elle vous connaît. Son association a collaboré avec votre entreprise sur plusieurs projets de quartier. Elle m'a dit que vous étiez l'entrepreneur le plus honnête qu'elle ait jamais rencontré, que vous aviez toujours placé la qualité et l'intégrité avant le profit. » La révélation frappa Bruno comme un éclair. Patricia Chen dirigeait l'Alliance pour le développement communautaire, la même association où Camille travaillait. Quelqu'un avait recommandé son entreprise pour le plus gros contrat de sa carrière, et il devinait qui. La réunion dura 2 heures, se concluant par une poignée de main et un contrat valant plus que ce que Bruno avait gagné en 2 ans cumulés. En regagnant son camion, son téléphone vibrait déjà de coups de fil de fournisseurs et de sous-traitants qu'il avait dû licencier. Le soir même, il pouvait rappeler toute son équipe. Mais avant cela, il devait voir Camille. Pas pour lui laisser des cadeaux, ni pour espionner sa routine, mais parce qu'il devait savoir si c'était elle qui avait changé sa vie par une simple recommandation. Camille était assise sur un banc, près de l'aire de jeu, observant les enfants courir, tout en massant son dos. À 8 mois de grossesse, chaque geste semblait pénible, mais elle paraissait apaisée dans la lumière du soir. Bruno s'approcha doucement pour ne pas l'effrayer. « Ça te dérange si je m'assois ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux surprise. « Je croyais qu'on avait convenu que tu n'apparaîtrais plus là où je suis. »« C'est différent. J'ai besoin de te demander quelque chose. » Camille soupira, mais ne l'empêcha pas de s'asseoir à l'autre bout du banc, gardant une distance respectueuse. « Est-ce toi qui as recommandé mon entreprise au groupe Montlert ?» demanda-t-il. Elle resta silencieuse si longtemps que Bruno crut qu'elle ne répondrait pas. Finalement, elle hocha la tête. « Pourquoi ? » ?»« Parce que tu es un bon entrepreneur, » répondit-elle simplement. « Parce que tu fais du travail de qualité et que tu traites les gens avec justice. Parce que Patricia avait besoin de quelqu'un de fiable pour le projet le plus important de sa carrière. Et malgré tout ce qui s'est passé entre nous, je savais que tu ne la décevrais pas professionnellement. » Bruno sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Après tout ce qu'il lui avait fait subir, après la douleur qu'il avait causée, Camille avait quand même choisi d'aider son entreprise à survivre. « Tu m'as rendu ma vie, » dit-il doucement. « Ce contrat, c'est assez de travail pour faire vivre mon équipe pendant 1 an et demi. Assez pour sauver ma société. Tant mieux, j'en suis contente. Mais pourquoi, Camille? Après la façon dont je t'ai traité, pourquoi m'aider ?» Elle tourna la tête vers lui pour la première fois depuis qu'il s'était assis. « Parce que notre enfant mérite un père capable d'assurer. Parce que je me souviens de l'homme que tu étais, avant que la peur ne te rende cruel. Et parce que peu importe ma colère, je ne veux pas te voir échouer. » La simplicité de sa générosité, le fait qu'elle place le bien-être de leur enfant au-dessus de sa propre douleur, fit monter les larmes aux yeux de Bruno. « Je ne mérite pas ta bonté. »« Non, » acquiesça Camille. « Tu ne la mérites pas. Mais je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour ce bébé. » Ils restèrent assis quelques minutes, en silence, observant les enfants jouer. Bruno remarqua comment la main de Camille se déplaçait constamment sur son ventre, comment elle changeait souvent de position pour trouver un peu de confort. « Est-ce que je peux te demander comment tu te sens ? » « Vraiment fatiguée, » admit-elle. « J'ai mal partout. Je ne dors pas parce que le bébé bouge toute la nuit. Je mange à peine parce que je n'ai plus de place dans l'estomac. Et j'ai peur de l'accouchement, de devoir m'occuper d'un nouveau-né seul, de ne pas être une bonne mère. » Elle marqua une pause. « J'ai peur aussi de toi, de moi, de ce qui arrivera quand le bébé sera là. J'ai peur que tu disparaisses encore quand ce sera difficile. »
J'ai peur de te laisser l'occasion de blesser notre enfant comme tu m'as blessé. » Bruno eut envie de lui promettre que ça n'arriverait jamais de jurer qu'il avait changé, mais il savait que les mots ne servaient plus à rien. Seules ses actions compteraient. « Et si je le prouvais d'abord ?» demanda-t-il. « Et si je te montrais que je suis fiable avant la naissance? Comment laisse-moi t'aider à préparer les choses? Viens avec toi à un rendez-vous médical. Aide à installer la chambre du bébé. Sois présent pour les petites choses, afin que tu puisses me faire confiance pour les grandes. » Camille resta silencieuse longtemps, caressant son ventre de la paume. « Un rendez-vous, dit-elle enfin. J'ai une visite jeudi prochain, à 14 heures. Tu peux venir. Mais tu t'assois en silence, et tu n'assommes pas le médecin de questions. Tu observes, tu n'imposes rien. Merci. Ça ne veut pas dire que je te fais de nouveau confiance, Bruno. Ça veut dire que je te donne une chance de me montrer que tu as changé. Ne la gâche pas. Je ne la gâcherai pas. » Comme pour ponctuer ces mots, Camille eut soudain un sursaut et porta les deux mains sur son flanc. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'inquiéta Bruno. « Rien. Le bébé vient de bouger. Donne-moi ta main. » Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir, Camille lui avait pris la main et l'avait posée sur son ventre arrondi. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, Bruno le sentit un mouvement fort et distinct contre sa paume. Leur bébé donnait des coups. Son souffle se coupa lorsqu'il en sentit un autre puis encore un. Ce petit être, cet enfant qu'ils avaient créé, ensemble, était bien réel fort et plein de vie. « C'est notre bébé, » dit doucement Camille, observant son visage. « C'est notre bébé, » répéta Bruno la voix, étranglée par l'émotion. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, la main de Bruno posée sur le ventre de Camille, tous deux émerveillés par chaque mouvement de leur enfant. Pendant ces instants précieux, la douleur et la colère entre eux s'effacèrent, remplacés par l'émerveillement partagé devant le miracle qu'ils avaient créé. Lorsque le bébé se calma, Bruno retira sa main à contre-cœur. « Merci, dit-il, de m'avoir laissé ressentir ça. Le bébé est très actif aujourd'hui. Je pense que tout le stress le travaille. » « Quel stress ?» Camille hésita, puis soupira. « Madame Perrin a dû entrer en maison de retraite la semaine dernière. Son diabète s'est aggravé et elle ne peut plus vivre seule. Alors, je suis vraiment seule maintenant. » Le cœur de Bruno se serra pour elle. Madame Perrin avait été la personne la plus proche d'une mère que Camille ait jamais eue, celle qui l'avait accueillie lorsqu'elle était sortie de l'aide sociale à l'enfance. « Je suis désolé. Je sais combien elle compte pour toi. Elle m'a élevé quand personne d'autre ne voulait le faire. Et maintenant, je ne peux la voir que le week-end à cause de mon travail. Elle était censée être là à la naissance. Elle devait m'aider ces premières semaines. Je peux t'aider moi pendant ces premières semaines, » répondit Bruno. « Je sais que tu n'as pas encore confiance en moi, mais tu as besoin de soutien, et moi, j'ai besoin d'une chance de prouver que je suis là pour de bon. Laisse-moi être là. » Camille le fixa longuement, puis baissa les yeux vers ses mains croisées sur son ventre. « Viens au rendez-vous médical jeudi, dit-elle. On verra après. » Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non non plus. Bruno acquiesça et se leva avec précaution, comme pour ne pas rompre l'équilibre fragile entre eux. « Je te verrai jeudi à 14 heures, » dit-il en regagnant son camion. Il se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Camille venait de lui offrir une chance de prouver qu'il méritait d'être le père de leur enfant. Il n'allait pas la gâcher. Le jeudi après-midi, Bruno se retrouva assis dans la salle d'attente du cabinet d'obstétrique du docteur Sarah Martinez, entouré de femmes enceintes et de leurs conjoints. Il était arrivé 15 minutes en avance, vêtu d'une chemise repassée
et d'un jean propre, les mains soigneusement posées sur ses genoux. À 13h55 précise, Camille entra vêtue d'une robe de maternité bleu vif qui la faisait rayonner. Bruno se leva immédiatement. « Merci de m'avoir laissé venir, » dit-il à voix basse. « Rappelle-toi ce que j'ai dit. Tu es là pour observer. » Ils s'enregistrèrent à l'accueil, et Bruno remarqua le sourire chaleureux que la secrétaire adressa à Camille, visiblement habituée à la voir. Pendant ces mois de séparation, Camille avait tissé ici des liens affrontés seuls, les rendez-vous, et les questions pris seules des décisions pour la santé de leur enfant. Le poids de tout ce qu'il avait manqué lui tomba sur les épaules. Madame Dupont appela une infirmière, et ils la suivirent dans une salle d'examen. Les murs étaient couverts de photos d'échographie et de bébés témoignages des vies qui avaient commencé ici même. Quelques minutes plus tard, le docteur Martinez entra. Une femme chaleureuse d'une 50aine d'années qui salua Camille avec affection. « Alors comment allons-nous aujourd'hui » demanda-t-elle avant de remarquer Bruno. « Et qui est-ce »« Voici Bruno, le père du bébé » répondit Camille d'une voix neutre. « Enchanté. C'est un plaisir de vous rencontrer, Bruno. Êtes-vous impatient de devenir papa ?»« Oui, madame, très impatient. » Le docteur fit allonger Camille sur la table et commença l'examen de routine. Bruno observa fasciné, tandis qu'elle mesurait le ventre de Camille, écoutait le cœur du bébé avec le Doppler et prenait sa tension. « Tout est parfait », annonça le médecin. « Le bébé grandit comme prévu. Son cœur est fort et régulier. Comment dormez-vous ?»« Pas très bien, admit Camille. Le bébé est très actif la nuit. C'est normal au 3e trimestre. Bébé, vous écoutez. Votre maman a besoin de repos. » Elle se tourna vers Bruno. « Papa, vous pouvez aider en veillant à ce qu'elle soit installée confortablement. Des oreillers en plus, des massages du dos, tout ce dont elle a besoin. » Bruno hocha la tête bien qu'il sache que Camille gérait seule. « Des questions de votre part. » Bruno en avait 1000, mais il se rappela sa promesse de rester discret. Ce fut Camille qui demanda des précisions sur les signes de travail et le moment où il faudrait venir à l'hôpital. « Vous êtes à 36 semaines, » expliqua le docteur Martinez. « Donc si le bébé arrive plus tôt, c'est désormais sans danger. Mais je pense que vous irez jusqu'au terme. Pour un premier enfant, c'est presque toujours le cas. » Au moment de partir, le docteur Martinez tendit à Bruno une pochette remplie d'informations. « Tout ce qu'il faut savoir pour les prochaines semaines, » dit-elle. « Les signes du travail, ce qu'il faut préparer pour la maternité, les bases des soins au nouveau-né. Étudiez bien, papa. Vous allez bientôt être très occupé. » À l'extérieur du cabinet, Camille et Bruno marchèrent lentement vers leur voiture. « Ça s'est bien passé, » dit Bruno. « Le docteur Martinez est formidable. Elle prend vraiment soin de nous. Je l'ai vue. On sent qu'elle tient à toi. » Ils atteignirent la Clio de Camille et elle se tourna vers lui. Lors d'un cours de préparation à la naissance, animé par Linda, les partenaires furent invités à pratiquer des techniques de massage et de soutien. « D'accord, papa, votre rôle est d'exercer une contre-pression pendant les contractions, » expliqua l'instructrice. « Maman, dites-lui exactement où appuyer et avec quelle intensité. » Bruno posa ses mains avec précaution dans le bas du dos de Camille, appliquant la pression là où elle le guidait. Pendant un instant, cela parut naturel, comme s'ils se préparaient non vraiment ensemble à cet événement. « Comme ça, c'est bien », souffla Camille. Un peu plus bas. Ils pratiquèrent différentes positions et techniques pendant 2 heures, Bruno suivant toujours la direction de Camille et la soutenant comme elle le demandait. Lors d'une pause, plusieurs autres couples remarquèrent leur complicité. « Depuis combien de temps êtes-vous mariés »
demanda une femme installée sur le tapis voisin. Nous ne sommes pas mariés, répondit simplement Camille. Et Bruno sentit à nouveau cette pointe de regret familière. Durant la dernière heure, ils visionnèrent une vidéo de véritables accouchements, et Bruno prit conscience à quel point le travail serait intense et éprouvant. L'idée que Camille traverse cela seule, sans soutien ni défenseur, à ses côtés, lui serra la poitrine d'angoisse. À la fin de la séance, Linda distribua à chaque couple une fiche de plan de naissance. Emmenez-la chez vous et discutez de ce que vous souhaitez comme expérience d'accouchement. Gestion de la douleur personne, présente dans la salle musique ambiance. La communication est la clé. Sur le parking, Camille et Bruno marchèrent côte à côte jusqu'à leur voiture. « Merci de m'avoir laissé venir, » dit Bruno. « J'ai beaucoup appris. Tu t'es bien comporté. Tu n'as pas essayé de tout contrôler ni de faire semblant de tout savoir. Je ne sais rien. C'est pour ça que j'avais besoin d'être là. » Pour la première fois depuis leur divorce, Camille esquissa un vrai sourire. « Les techniques de respiration vont t'aider. Et maintenant tu sais à quoi t'attendre dans la salle d'accouchement. »« Je serai dans la salle d'accouchement ?» demanda Bruno. La question resta suspendue, entre eux comme un pont, qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir franchir. « Je ne sais pas encore, » répondit Camille, avec honnêteté. « Redemande-moi dans quelques semaines. » Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non. Bruno hocha la tête et la regarda s'éloigner, sentant qu'il faisait enfin de vrais progrès. Le lundi matin marqua le lancement officiel du projet Montlhéry, et Bruno s'y plongea, avec une énergie renouvelée. Avoir un revenu stable pour les 18 prochains mois signifiait qu'il pouvait se concentrer sur la preuve qu'il avait changé sans la constante angoisse financière. Le chantier bourdonnait d'activité, son équipe de 6 hommes avait retrouvé du travail et se montrait reconnaissante de cette stabilité. Construire des maisons qui accueilleraient des familles pendant des générations était exigeant mais profondément gratifiant. Le mercredi, Richard Montlhéry vint sur place. Il parcourut les maisons en construction avec une évidente satisfaction. « Excellent travail, Bruno, dit-il. Vous êtes en avance sur le planning, et la qualité est exactement celle que nous attendions. Merci, monsieur. Mon équipe est motivée à donner le meilleur, je le vois. Écoutez, j'ai un autre projet qui démarre cet automne. Plus modeste, mais il pourrait vous intéresser, un centre communautaire pour des jeunes en difficulté. » Les oreilles de Bruno se dressèrent. Les projets communautaires étaient justement ce qui avait attiré Camille vers lui autrefois. « Je suis très intéressé, » dit-il aussitôt. « Bien. Patricia Chen supervisera aussi ce projet. Elle parle de vous avec beaucoup d'estime. » Ce soir-là, Bruno appela Patricia Chen directement. « Je voulais vous remercier de m'avoir recommandé auprès de Montlhéry. Ce contrat va sauver mon entreprise. Vous avez mérité cette recommandation après des années de travail de qualité, » répondit-elle. « Mais je dois vous demander comment vont les choses avec Camille. » Lentement. « J'espère que ça s'améliore. J'essaie de prouver que j'ai changé. » Bien. Cette fille a assez souffert. Elle mérite quelqu'un qui restera à ses côtés. Je sais. J'essaie d'être cet homme, même si c'est trop tard pour nous en tant que couple. En raccrochant, Bruno prit conscience du nombre de personnes qui se souciennent de Camille, du nombre de vies qu'elle avait touchées par son travail et sa bonté. Elle méritait mieux que ce qu'il lui avait donné. Mais peut-être n'était-il pas trop tard pour devenir l'homme qu'elle méritait. Le rendez-vous médical du jeudi se passa sans accroc. Le docteur Martinez déclara la mère et l'enfant en parfaite santé, prêts à naître à tout moment. 37 semaines, annonça le docteur Martinez. Officiellement, vous êtes à terme. Êtes-vous prêt? Aussi prêt qu'on peut l'être, répondit Camille,
en jetant un coup d'œil à Bruno. « Papa, vous avez préparé votre sac pour la maternité. » « Mon sac » s'étonna Bruno. Le médecin rit doucement. « Ah, les futurs pères. Oui, vous aussi devez prévoir un sac, des vêtements de rechange, des encas, votre téléphone, un chargeur, un appareil photo. Vous allez passer un moment là-bas. » Bruno hocha la tête, mémorisant mentalement chaque détail. Il allait être présent. Camille ne l'avait pas dit explicitement, mais l'hypothèse de la docteure et le fait qu'elle ne l'ait pas corrigé sonnaient comme une permission. Après le rendez-vous, ils s'arrêtèrent déjeuner dans un petit café près du cabinet. Camille choisit son plat avec précaution, pour éviter ses brûlures d'estomac, tandis que Bruno l'observait avec une admiration grandissante pour tout ce qu'elle supportait. « Je peux te demander quelque chose ?» dit-il entre deux bouchées de sandwich. « Bien sûr. La fiche de plan de naissance du cours, tu l'as remplie en grande partie. Je veux essayer un accouchement naturel, mais je reste ouverte à une péridurale si besoin. Je veux que la lumière soit tamisée avec de la musique douce, et je veux que tu sois là. » Le cœur de Bruno manqua un battement. « Tu veux que je sois là, si tu promets de ne pas t'évanouir ni de gêner. Le bébé aura besoin de ses deux parents, et ça commence ici. Je promets de ne pas m'évanouir. Et je ne prendrai aucune décision à ta place. Je suivrai ton rythme. » Camille hocha la tête et reprit son sandwich. « Bien. Parce que dans 2 ou 3 semaines, que tu sois prêt ou non, nous allons devenir parents. » Ce soir-là, Bruno prépara son sac pour la maternité, avec le soin d'un homme se préparant à l'événement le plus important de sa vie, vêtements de rechange, affaires de toilette, encas chargeur, de téléphone et un petit appareil photo pour capturer les premiers instants de leur enfant. Alors qu'il pliait une chemise supplémentaire, son téléphone sonna. C'était sa mère. « Comment va Camille, mon chéri, bien? Fatigué, mais bien. Le bébé peut arriver d'un moment à l'autre. Et entre vous deux, ça va? Mieux. Elle m'autorise à venir au rendez-vous et au cours de préparation. Elle veut que je sois en salle d'accouchement. C'est merveilleux, Bruno. Mais qu'arrivera-t-il après la naissance? » C'était la question qui le hantait la nuit. Il s'était tellement concentré sur le fait de regagner sa place pendant la grossesse qu'il n'avait pas encore envisagé l'après. « Je ne sais pas, maman. Je sais seulement que je veux être le meilleur père possible et le meilleur mari si elle me laisse une chance. Mais je n'y compte pas trop. Je l'ai trop blessé. L'amour est une chose puissante, mon fils, et vous avez créé ensemble quelque chose de beau. Ne perds pas espoir. » Après avoir raccroché, Bruno resta dans le silence de son appartement à réfléchir à l'avenir. Dans quelques semaines, il tiendrait son enfant dans ses bras pour la première fois. Il deviendrait officiellement père avec toutes les responsabilités et toutes les joies que cela impliquait. Que Camille lui pardonne un jour ou non restait incertain, mais pour la première fois depuis des mois, Bruno osait croire que c'était possible. Après tout, des miracles semblaient se produire tout autour de lui, son entreprise prospérait. Camille commençait à lui refaire confiance, et bientôt leur enfant viendrait au monde. Peut-être que le plus grand miracle était encore à venir. L'appel arriva à 2h47, un mardi matin, le tirant brutalement de son sommeil. « Bruno !» La voix de Camille vibrait d'anxiété. « Je crois qu'il y a un problème. » Bruno fut instantanément éveillé déjà, en train d'enfiler ses vêtements. « Qu'est-ce qui se passe? J'ai des contractions depuis 1 heure. Elles ne sont pas régulières, mais elles sont fortes. Et je saigne un peu. J'arrive tout de suite. Tu as appelé le docteur? » « Oui, elle a dit. De venir à la maternité. Ne conduis pas seul. Je suis là dans 10 minutes. » Bruno attrapa ses clés, le cœur battant de peur et d'adrénaline. 38 semaines, c'était à terme,
Mais quelque chose dans la voix de Camille lui disait que ce n'était pas un simple travail normal. Il atteignit son appartement en 8 minutes et la trouva assise sur le canapé, respirant à travers une contraction, une main sur son ventre, l'autre agrippée à la coudoir. « La douleur est forte ?» demanda-t-il, en s'agenouillant près d'elle. « Oui, différente des fausses contractions. » Une nouvelle vague la plia en deux, haletante. Bruno l'aida jusqu'à son camion, soutenant son poids, pendant qu'il descendait prudemment les escaliers. Le trajet jusqu'à la maternité prit 15 minutes, qui semblèrent des heures ponctuées par 2 contractions supplémentaires. À la clinique, ils furent immédiatement conduits en salle de naissance, où le docteur Martinez les attendait. « Voyons ce qui se passe », dit-elle calmement, en aidant Camille à s'installer et en la reliant au moniteur. L'heure suivante se perdit dans un tourbillon de tests et de contrôles. Les contractions étaient réelles, mais irrégulières. Le saignement restait minime, mais préoccupant. Le cœur du bébé battait fort, mais la tension artérielle de Camille était élevée. « Ce n'est pas encore un vrai travail », annonça finalement le docteur Martinez. « Mais c'est bien un début de travail, et je suis inquiète à cause du saignement et de ta tension, Camille. Je préfère te garder en observation. Le bébé va bien ?» demanda Bruno aussitôt. Le bébé va bien, mais le corps de Camille montre des signes de stress. Cela arrive parfois quand la maman affronte trop de choses sur le plan émotionnel ou physique. Le docteur leur lança un regard significatif. « Camille, y a-t-il quelque chose à la maison qui pourrait causer un stress supplémentaire ?» Camille jeta un coup d'œil vers Bruno, puis détourna les yeux. « Je gère tout toute seule depuis 8 mois. Je suis épuisée. Et maintenant, as-tu du soutien pour la naissance ? Bruno m'aide un peu depuis peu, admit-elle à voix basse. Mais je ne sais pas ce qui se passera après l'accouchement. » Le docteur acquiesça. « Cette incertitude n'est bonne, ni pour toi, ni pour le bébé. Tu dois savoir sur qui tu peux compter. » Elle les laissa seuls, et Bruno rapprocha une chaise du lit de Camille. « Que puis-je faire ?» demanda-t-il. « Comment puis-je t'aider à réduire ton stress ? » « Je ne sais pas, Bruno. J'ai peur. Peur de l'accouchement, peur de m'occuper d'un nouveau-né, peur de le faire seul. » Sa voix se brisa. « J'ai peur de te faire confiance et que tu disparaisses encore quand les choses deviendront difficiles. » Bruno prit sa main, et cette fois, elle ne la retira pas. « Je ne disparaîtrai pas, » dit-il fermement. « J'ai fait cette erreur une fois, et cela a presque détruit la plus belle chose qui me soit arrivée. Je ne la referai jamais. Comment puis-je en être sûr ? Comment savoir que tu ne céderas pas à la peur quand le bébé pleurera toute la nuit ou quand l'argent manquera, parce que j'ai eu peur pendant 8 mois sans toi, et rien n'était pire que ça, parce que je préfère affronter n'importe quelle difficulté avec toi qu'une vie facile sans toi. » Camille scruta son visage à la lumière tamisée de la chambre d'hôpital. « Le docteur a raison. J'ai besoin de savoir sur qui je peux compter. »« Et toi, que veux-tu » demanda Bruno. « Je veux de l'aide pour les tétées nocturnes. Je veux que quelqu'un tienne le bébé pendant que je prends une douche. Je veux que quelqu'un aille faire les courses quand je serai trop fatiguée pour sortir. » Elle marqua une pause. « Je veux quelqu'un qui ne s'enfuira pas quand la parentalité deviendra écrasante. Je peux être cette personne ? Vraiment ?» Bruno serra doucement sa main. « Laisse-moi te le prouver. Laisse-moi m'installer dans ton salon le 1er mois après la naissance. Laisse-moi être là pour les nuits blanches, les courses, les moments où tu auras besoin d'une pause. Si je tiens le coup, alors, on pourra parler d'un arrangement plus permanent. Et si je n'y arrive pas, tu le sauras, et tu décideras. Mais Camille, je ne vais nulle part. Je t'aime, et j'aime notre bébé.
et j'en ai fini de laisser la peur guider mes choix. Les moniteurs montrèrent la tension de Camille, se stabiliser peu à peu tandis que son visage se détendait. « 1 mois, dit-elle enfin. Tu pourras rester 1 mois après la naissance, mais tu dors dans le salon, pas dans la chambre d'amis. Je la transforme en nursery. D'accord. Et si tu pars, si tu décides que c'est trop dur, tu n'auras pas une deuxième chance de revenir. Je comprends. Et Bruno, je ne suis pas prête à parler de réconciliation. Il s'agit de coparentalité, pas de romance. » Le cœur de Bruno se serra, mais il acquiesça. Coparentalité, j'ai compris. Les contractions de Camille cessèrent peu à peu, au cours de la nuit. Et au matin, le docteur Martinez confirma que la crise immédiate était passée. Ta tension est revenue à la normale, et le bébé va très bien. Mais je veux du repos allégé pendant 1 semaine, activité limitée, beaucoup de repos et 0 stress. Mais je dois travailler, protesta Camille. Tu dois prioriser cette grossesse. Peux-tu prendre un peu de congé? Camille eut l'air inquiète. J'ai quelques jours de congé, mais j'ai besoin de travailler jusqu'à l'accouchement. Je peux aider pour les dépenses, proposa Bruno. Laisse-moi régler tes factures pour que tu puisses te reposer. Bruno, ce n'est pas de la charité. C'est prendre soin de notre enfant en prenant soin de sa mère. Le docteur Martinez sourit. Voilà ce que j'appelle un bon système de soutien. Ils passèrent le reste de la matinée à faire des plans. Bruno s'occuperait des courses et des démarches. Camille se reposerait et se concentrerait sur sa santé. Ensemble, ils finiraient de préparer la chambre du bébé et Bruno resterait disponible jour et nuit en cas de nouveau travail prématuré. En quittant l'hôpital, Camille se tourna vers lui. « Merci d'être venu cette nuit, d'avoir été là quand j'avais peur. C'est ce que font les partenaires. » Les coparents rectifia Camille. Les coparents répéta Bruno. Mais dans son cœur, il espérait qu'un jour ce serait davantage. Cette frayeur les avait secoués tous les deux. Mais elle avait aussi mis une chose en évidence, désormais. Ils étaient ensemble dans cette histoire, que ce soit comme coparents, ou peut-être plus. Leur enfant méritait des parents capables de compter l'un sur l'autre. Et pour la première fois depuis des mois, ils avaient le sentiment de construire quelque chose qui pouvait durer. En rentrant de l'hôpital, Bruno surprit Camille, en train de le regarder avec une lueur qui ressemblait peut-être au début de la confiance. C'était un commencement. Les contractions reprirent 4 jours plus tard, un dimanche matin, à 6h30. Cette fois, elles étaient différentes, plus fortes, plus régulières, avec cette certitude évidente que le grand jour était arrivé. Camille appela Bruno, sa voix calme mais déterminée. « C'est le moment. Tu en es sûr, plus que sûr. » Elles sont espacées de 5 minutes et se renforcent. Bruno fut habillé et dans son camion en moins de 3 minutes. Il trouva Camille assise sur son canapé, chronométrant ses contractions, avec une application sur son téléphone, son sac pour la maternité, prêt à côté de la porte. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il. Effrayé, excité, prête à rencontrer notre bébé. Une nouvelle contraction arriva, et Camille la géra avec les techniques de respiration apprises en cours. Et j'espère vraiment y arriver. Tu vas y arriver. Nous allons y arriver. Le trajet vers la maternité fut plus calme, cette fois Camille contrôlant ses contractions, tandis que Bruno se concentrait sur la route. À l'hôpital, on les conduisit dans la même salle de naissance que 4 jours plus tôt. « Tiens, voilà nos revenants », plaisanta le docteur Martinez avec un sourire. Mais cette fois, c'est la bonne. L'examen confirma ce que Camille savait déjà. Elle était dilatée à 400 mm en vrai travail. Leur bébé arriverait dans les prochaines heures. « Alors, prêts à devenir parents ?»
demanda le médecin. Bruno regarda Camille, qui hocha la tête en croisant son regard. « On est prêt, » dit-il. Les 8 heures suivantes furent les plus longues et les plus intenses de la vie de Bruno. Il observa Camille traverser chaque contraction avec une force et une détermination qui l'émerveillaient. Il lui tenait la main, lui massait le dos, lui donnait des glaçons et faisait tout ce qu'il pouvait pour l'apaiser. « Tu es incroyable, » lui dit-il, pendant un court répit. « Je n'arrive pas à croire à quel point tu es forte. »« Je ne me sens pas forte, » haleta Camille. « Je me sens écrasée comme par un camion. Les plus forts sont ceux qui continuent même quand ils ne se sentent pas forts. » À mesure que le travail avançait, les murs entre eux s'effritaient. L'intensité partagée de donner, la vie, créait une intimité qui n'avait rien de romantique, mais tout à voir avec la confiance et le partenariat. « J'ai besoin que tu me parles, » dit Camille, au milieu d'une phase particulièrement difficile. « Dis-moi quelque chose de positif. »« Notre bébé est presque là, » dit Bruno. « Dans quelques heures, nous le tiendrons dans nos bras. Nous allons compter ses petits doigts et ses petits orteils. Nous allons plonger dans ses yeux et y voir l'avenir. Et quoi encore? Tu vas être une mère formidable. Tu es douce, patiente, forte. Notre bébé a une chance inouïe de t'avoir. Et toi, est-ce que tu seras un bon père? J'essaierai chaque jour pour le reste de ma vie. » À 14h43, après 18 heures de travail, Camille donna naissance à une petite fille, en parfaite santé, pesant 3,1 kilos. Bruno resta pétrifié d'émerveillement quand le docteur Martinez déposa leur fille sur la poitrine de Camille, chaude, fragile, et criant de toutes ses forces. « Mon Dieu !» murmura Camille, les larmes aux yeux. « Regarde-la, Bruno. Regarde ce que nous avons créé. » Leur fille était d'une beauté indescriptible, avec les traits délicats de Camille et les yeux sombres de Bruno. Elle avait déjà une chevelure noire et douce et les ongles les plus minuscules que Bruno ait jamais vus. « Elle est parfaite, » dit-il à voix tremblante d'émotion. « Absolument parfaite. Voulez-vous couper le cordon, papa ?» demanda le docteur Martinez. Les mains de Bruno tremblaient légèrement lorsqu'il fit ce geste solennel qui séparait officiellement sa fille de sa mère et l'introduisait dans le monde comme un être à part entière. « Quel est son prénom ?» demanda l'infirmière en préparant l'acte de naissance. Bruno regarda Camille, réalisant qu'il n'avait jamais tranché. « Espérance, » dit doucement Camille. « Espérance Dupont. »« Espérance Dupont, » répéta Bruno, submergé d'amour, en entendant le prénom de leur fille. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'examens de mesures et de formulaires. Espérance fut déclarée en parfaite santé avec des scores excellents au test néonatal. Elle tétait bien, dormait paisiblement et semblait déjà scruter le visage de ses parents avec de grands yeux sombres, pleins de curiosité. Ce soir-là, alors que les visites se terminaient et que l'hôpital retrouvait son calme, Bruno s'assit dans le fauteuil, à côté du lit de Camille, tenant Espérance pendant qu'elle se reposait. « Elle est vraiment là, » dit doucement Camille. « Elle est vraiment là. Je n'arrive pas à croire que nous soyons parents. »« Le plus beau rôle de ma vie, » répondit Bruno, en caressant tendrement la joue minuscule d'Espérance. Camille les observa ensemble, et Bruno lut dans son expression quelque chose qui fit battre son cœur plus vite comme une promesse d'avenir. « Camille, dit-il avec précaution, je sais que nous avons convenu que je resterai un mois pour aider en tant que coparent. Mais moi je veux plus que ça. Je veux t'épouser à nouveau. Je veux que nous soyons une famille, pas seulement des coparents. Je veux me réveiller chaque matin en sachant que nous affrontons tout ensemble. » Camille resta silencieuse un long moment, ses yeux passant de Bruno à leur fille endormie.
Tu m'as profondément blessé, dit-elle enfin. Je sais. Tu m'as fait sentir que notre bébé était un fardeau au lieu d'une bénédiction. J'avais tort, tellement tort. Si je te donne une autre chance, si je t'ouvre à nouveau mon cœur entièrement, j'ai besoin d'être sûr que tu resteras. Peu importe les difficultés de la parentalité, peu importe ce que la vie mettra sur notre chemin. Bruno se leva, doucement, tenant toujours Espérance dans ses bras, puis s'agenouilla au pied du lit d'hôpital de Camille. « Camille Dupont, je t'aime plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Je t'aime pour ta force, ta générosité et pour le choix que tu as fait de garder notre fille, même quand j'étais trop effrayée pour vous choisir toutes les deux. Veux-tu m'épouser à nouveau? Veux-tu me laisser passer le reste de ma vie à prouver que je suis digne de toi et d'Espérance, Camille ?» Le regarda longuement, puis tendit la main pour effleurer la minuscule main d'Espérance. « Oui, » murmura-t-elle, « oui, je veux t'épouser à nouveau. » Bruno se pencha et l'embrassa tendrement, scellant cette promesse avec leur fille, endormie entre eux. « Je t'aime, dit-il, je t'aime aussi, toutes les deux. » Nous avons suivi Bruno et Camille à travers leur voyage de la douleur à la guérison. Croyez-vous aux secondes chances. Partagez vos pensées et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où l'amour triomphe de la peur. 3 mois plus tard, un samedi matin, ensoleillé dans le centre communautaire, où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, Bruno et Camille renouvelèrent leurs vœux de mariage. Espérance dormait paisiblement dans les bras de sa mère, tandis qu'ils se promettaient de s'aimer, de s'honorer et de se soutenir face à toutes les épreuves de la vie. Cette fois, Bruno pesait chaque mot. Leur petite famille de 3 personnes était la preuve vivante que l'amour, lorsqu'il est mêlé à l'engagement et au courage de changer, peut réparer même les plus grandes erreurs. Et tandis qu'ils dansaient sur leur chanson de mariage avec Espérance, entre eux, Bruno sut qu'il ne prendrait jamais cette seconde chance pour acquise. Certaines histoires s'achèvent par ils vécurent heureux, mais la leur ne faisait que commencer, avec chaque jour apportant de nouvelles occasions de choisir l'amour plutôt que la peur, la confiance plutôt que le doute et l'espérance plutôt que le désespoir. Le prénom d'Espérance n'avait jamais semblé aussi juste.